Voilà, alors bienvenue dans ce quiz où je vais te demander, comme d'habitude, de répondre aux questions posées par vrai, faux ou je ne sais pas. Dans tous les cas, une seule réponse est bonne. Question 1. Si deux événements A et B sont indépendants, alors A bar et B d'une part, A bar et B bar d'autre part, le sont aussi. Vrai, faux, je ne sais pas. À toi de décider. Note ta réponse. Question 2. Soit B un événement de probabilité non nulle. Pour tout événement A, la probabilité d'avoir A bar, sachant qu'on a eu B, est égale à 1 moins la probabilité d'avoir A, sachant qu'on a eu B. Vrai, faux, je ne sais pas. Voilà, écrit. Écris la réponse. Q3. Soit B, un événement de probabilité non nulle. Pour tout événement A et C, on a que la probabilité d'avoir A union C, sachant qu'on a eu B, c'est la probabilité d'avoir A, sachant qu'on a eu B, plus la probabilité d'avoir C, sachant qu'on a eu B, moins la probabilité d'avoir A et C, sachant qu'on a eu B. C'est vrai, c'est faux, ou je ne sais pas. Question 4. Si deux événements non vides sont incompatibles, alors ils ne sont pas indépendants. Vrai, faux, je ne sais pas. Question 5. Si deux événements non vides sont indépendants, alors ils sont compatibles. Voilà, tu inscris ta dernière réponse. Tu réfléchis encore quelques secondes. Voilà, c'est fait, c'est bon. Tu as terminé, tu es certain de toi? Une bonne réponse, attention, n'oublie pas, vaut plus 1. Une mauvaise, moins 1. Et un je ne sais pas, 0. Donc il vaut toujours mieux être certain pour répondre. Parce qu'en répondant une mauvaise réponse, en donnant une mauvaise réponse, tu peux perdre plus qu'en ne répondant pas. Ok, donc je te laisse encore 2-3 secondes et puis nous corrigeons. Alors, la correction. Pour la réponse 1, c'est vrai. Pour la réponse 2, c'est vrai. Pour la réponse 3, c'est vrai également. Pour la réponse 4, c'est toujours vrai. Et pour la réponse 5, c'est encore vrai. Donc tout était vrai dans les propositions indiquées ci-dessus. D'accord? Donc tu peux maintenant calculer tes points, suivant les règles qui sont indiquées ci-dessus. Si tu as moins de 3 sur 5 dans le résultat, ben de nouveau, je te suggère fortement d'aller retourner voir les bases et retourner et revenir après pour faire le quiz de nouveau. Voilà, si par contre tu as plus de 3 sur 5, tu es prêt à venir assister à la suite des cours et donc suivre les méthodes et les exercices qui suivent. A tout de suite pour la correction complète et après on passe aux exercices. Au revoir. Voilà, donc nous voici dans le quiz. Pour la première question, voici la réponse, le corrigé de la réponse. La question était si A et B sont indépendants, est-ce que A bar et B le sont également? Et est-ce que A bar et B bar le sont aussi? Alors que vaut la probabilité d'avoir A bar et B? Eh bien, de la formule des probabilités totales, on peut dire que la probabilité d'avoir A bar et B, c'est la probabilité d'avoir B moins la probabilité d'avoir A et B. C'est donc égal à la probabilité d'avoir B moins la probabilité d'avoir A fois la probabilité d'avoir B, puisque la probabilité d'avoir A et B, c'était le produit des deux, étant donné que les deux événements étaient indépendants. On a donc que c'est égal également à la probabilité d'avoir B que je mets en facteur, fois 1 moins la probabilité d'avoir A. Mais 1 moins la probabilité d'avoir A, par définition, c'est la probabilité d'avoir A bar, l'événement contraire de A. Et donc on a l'égalité P de B fois P de A bar, qui est égal à P de A bar et B. Et donc on a démontré qu'effectivement, si A et B sont indépendants, alors A bar et B sont indépendants. Pour montrer la même chose avec A bar et B bar, il suffit cette fois-ci de faire le calcul similaire en remplaçant B par B bar. Voilà, je vous laisse faire celui-là. A tout de suite pour la réponse 2. Dans la question 2, on nous demandait la chose suivante.
Soit B, un événement de probabilité non nulle. Est-ce que pour tout événement A, la probabilité d'avoir A bar sachant qu'on a B est égale à 1 moins la probabilité d'avoir A sachant qu'on a B? C'est-à-dire, est-ce que la probabilité d'avoir un événement contraire se généralise pour une probabilité conditionnelle? Alors, pour répondre à cette question, eh bien, on a un argument très simple, c'est qu'on sait d'après les probabilités conditionnelles que la probabilité d'avoir A bar sachant qu'on a B, c'est la probabilité d'avoir B et A bar en même temps, divisée par la probabilité d'avoir B. D'autre part, on sait également que la probabilité d'avoir A sachant qu'on a B, c'est égal à la probabilité d'avoir B et A divisé par la probabilité d'avoir B. Lorsque je fais la somme de ces deux probabilités, c'est-à-dire je prends la probabilité d'avoir A bar sachant que j'ai B, plus la probabilité d'avoir A sachant que j'ai B, mais je vois que la somme elle est égale à la somme des membres de droite qui ont été écrits jusqu'au-dessus, c'est-à-dire c'est la probabilité d'avoir B et A bar plus la probabilité d'avoir B et A que j'ai mis sur le même dénominateur ici, P de B. Et on sait d'après la formule des probabilités totales que P de B et A bar plus P de B et A, ce n'est rien d'autre que P de B. Et donc j'ai P de B divisé par P de B, ce qui fait 1. Donc la probabilité d'avoir A bar sachant que j'ai B sera bien égale à 1 moins la probabilité d'avoir A sachant que j'ai B. Et nous avons montré que la question 2 est vraie. Et donc, la probabilité d'un événement contraire, tel qu'on l'avait déjà vu en première S, se généralise au cas des probabilités conditionnelles. Alors, pour la troisième question, on se donne B un événement de probabilité non nulle. Et on se demande si, pour tout événement A et C, est-ce qu'on a bien que la probabilité d'avoir A union C sachant qu'on a B, c'est la probabilité d'avoir A sachant qu'on a B, plus la probabilité d'avoir C sachant qu'on a B, moins la probabilité d'avoir A et C sachant qu'on a B. Donc, si on pose un peu plus l'énoncé, on veut savoir ce que vaut la probabilité d'avoir A union C, sachant qu'on a B. Alors ça, par définition des probabilités conditionnelles, de nouveau, c'est la probabilité d'avoir A union C et B, divisé par la probabilité d'avoir B. C'est donc égal, par les exercices qu'on avait fait en première S sur les intersections, les unions, etc., c'est égal à la probabilité d'avoir A et B, union C et B. On utilise ici la propriété de distributivité de l'intersection sur la réunion. Là, c'est revoir les exercices sur les ensembles qu'on avait fait déjà l'année passée et peut-être encore avant pour certains. Divisé par P de B. Alors pour continuer, je dois utiliser ici la propriété qui était vraie déjà pour les probabilités normales telles qu'on les a vues précédemment, c'est-à-dire que la probabilité d'avoir X union Y, c'est la probabilité d'avoir X plus la probabilité d'avoir Y moins la probabilité d'avoir X et Y. Donc lorsque j'applique ceci à l'égalité précédente, ben, X va jouer le rôle de A et B, Y va jouer le rôle de C et B, et je peux appliquer cette formule-ci. Donc je vais appliquer cette formule-ci au numérateur de l'égalité juste avant. Ce sera donc égal à quoi? Ce sera égal à P de A inter B plus P de C inter B moins P de A inter B inter C inter B.
le tout divisé par P de B. Et ça, c'est encore égal, en séparant les différents termes du numérateur, à P de A inter B sur P de B, plus P de C inter B sur P de B, moins P de A inter B intersection C inter B divisé par P de B. Ce qui va nous donner, en fin de compte, alors P de A inter B sur P de B, par définition des probabilités conditionnelles, ça c'est P de A sachant B, plus P de C inter B sur P de B, par définition de nouveau des probabilités conditionnelles, ça c'est P de C sachant B, et finalement la probabilité d'avoir A et B et C en même temps divisé par P de B, c'est moins la probabilité d'avoir A et C, sachant qu'on a P de B. Pardon, petite erreur ici, sachant qu'on a B là. Et donc on a démontré ainsi, effectivement, que P de A union C, sachant qu'on a B, c'est bien égal à P de A, sachant qu'on a B, plus P de C, sachant qu'on a B, moins P de A intersection C, sachant qu'on a B. Voilà. Et donc, pour la réponse 3, c'était effectivement également vrai. Dans la question 4, et donc pour la réponse 4, ce qu'on nous demandait, c'est si deux événements non vides sont incompatibles, alors ils ne sont pas indépendants. Donc si A et B sont non vides, ça veut dire que A est différent de l'ensemble vide, B est différent de l'ensemble vide, et on nous donne en plus que ces deux événements A et B sont incompatibles. C'est-à-dire cette fois-ci que leur intersection, c'est l'ensemble vide. Eh bien, avec ça, je peux dire qu'effectivement, P de A inter B est égal à 0. D'accord? Or, P de A fois P de B n'est pas égal à 0, puisque chacun des événements A et B n'est pas l'ensemble vide. Donc, P de A inter B n'est pas égal à P de A fois P de B. Et donc, A et B ne sont pas indépendants. La proposition 4 du quiz était donc vraie. Si deux événements A et B non vides sont incompatibles, alors ils ne sont pas indépendants. C'était bien juste. Allez, on se voit tout de suite pour la cinquième et dernière réponse. Ce qu'on nous demandait dans la cinquième question, c'était les choses suivantes. On demandait de voir si lorsque deux événements non vides sont indépendants, alors ils sont compatibles. Alors aussi on nous dit que A et B sont non vides, donc sont différents de l'ensemble vide. Ce qui voudra donc dire que leur produit est différent de 0. Le produit de leur probabilité est différent de 0. Puisque chacun est non vide, la probabilité de chacun est différente de 0, et donc le produit des probabilités est différent de 0. D'une part. De plus, ces deux événements sont indépendants, c'est-à-dire que la probabilité d'avoir A et B sera égale à la probabilité d'avoir A fois la probabilité d'avoir B. Et la probabilité d'avoir B ne dépend pas de ce qui se passe avant. Ayant ça, et sachant donc que P de A fois P de B, comme on l'a montré juste avant, est différent de 0, ben on aura que la probabilité d'avoir A et B en même temps est différente de 0. Ce qui veut dire que l'événement A inter B n'est pas l'ensemble vide. A inter B n'est pas l'ensemble vide. Et si A inter B n'est pas l'ensemble vide, c'est que les deux événements ne sont pas incompatibles. Donc ils sont compatibles. Et donc on a montré que si les deux événements sont indépendants et non vides,
alors ils sont compatibles. Voilà, ceci termine les quiz. J'espère que vous êtes satisfait avec les réponses, hein, et que vous avez bien tout compris. Et vous êtes donc à même maintenant de passer à la suite avec les méthodes et les exercices. À tout de suite pour les méthodes.